Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Un peu trop heureuse pour le sujet d'aujourd'hui puisqu'on va parler de santé mentale. Allez, ça rechiale. Du coup j'avais un peu envie de réfléchir aux structures collectives qui peuvent peser sur notre santé mentale en questionnant les modes de vie, très grossièrement, on s'entend, des plus riches de cette planète, pour voir en quoi le modèle de réussite sociale peut nous placer dans un désarroi et une perte de sens qui n'est pas forcément bonne pour le futur. Donc pour commencer à analyser le modèle de réussite sociale en question, je me suis dit que j'allais sélectionner l'endroit qui rassemble le plus de personnes extrêmement riches en France et dans les pays en général, les capitales. Quand je dis ça, je considère que la richesse est une approximation de la réussite sociale. Bien évidemment, c'est plus complexe que ça, mais j'ai la flemme, donc faisons comme les économistes, on va faire simple. Vous avez sûrement déjà entendu le cliché sur les Parisiens qui sont antipathiques. Et c'est vrai que ça, on sait pas si du coup ils sont juste antipathiques ou si vraiment ils souffrent au quotidien. Et c'est une question qu'il est quand même légitime de se poser parce que c'est un cliché qui pour moi est fondé et je l'affirme en compagnie de Simmel qui est un précurseur allemand de la sociologie qui a écrit ce tout petit livre qui s'appelle Les grandes villes et la vie de l'esprit que j'adore, vraiment je suis une fan. Et en fait il nous explique que la ville est le lieu qui rassemble le plus de stimulation sensorielle mais surtout inhabituelle pour l'individu, contrairement à par exemple la vie d'une petite ville, d'un village ou un hameau où les interactions sont plus habituelles et surtout il y a moins de stimulation, que ce soit au niveau du bruit, de la lumière, encore une fois des interactions, des activités. Et alors que dans le village vous pourrez en fait considérer chaque élément pour ce qu'il est. Donc quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous la saluez, quand il y a un bruit inhabituel, vous l'analysez. Dans la grande ville en fait il y en a tellement que si vous preniez le temps en fait d'analyser et de considérer chaque chose qui se passe, en fait vous atomiserez complètement et du coup vous êtes obligé en fait de vous créer un organe de protection. C'est en fait en créant cet organe de protection que se développe en fait le caractère, ce que Simmel nomme le caractère de l'urbain blasé. Il postule que c'est quand même un phénomène qui est généralisé aux grandes villes. Voilà, à titre d'exemple, on pourrait un peu comparer l'urbain blasé à un vendeur ou une vendeuse Zara, c'est un peu genre sur le même level de caractère. Je me dis mais qui est cette nana désagréable? Et du coup en parlant de la ville en fait c'est aussi de parler en fait de tout ce qui peut aujourd'hui faire la réussite sociale, c'est-à-dire la consommation. Je veux dire le fait de consommer, encore une fois c'est des activités qui sont extrêmement stimulantes pour nos sens et qui dans un premier temps peuvent être stimulantes mais ensuite peuvent être extrêmement éreintantes. Mais d'autres activités comme les réseaux sociaux, pareil, très stimulants pour les sens, au début pic de dopamine et ensuite en général vous pouvez pas vous en passer et ça vous met dans un état en fait d'instabilité qui pareil n'est pas forcément bon pour vos sens. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai une relation hyper conflictuelle avec mon téléphone, parce que à la fois je kiffe l'utiliser et en même temps c'est un vortex qui me bouffe beaucoup trop de temps. On est quand même dans un monde où on est constamment surstimulé et que pour certaines sensibilités et pour certaines personnes qui sont nées à tel ou tel endroit, c'est pas forcément en fait un mode de vie qui est adapté. Je voulais quand même aussi vous dire que la figure de l'urbain blasé, c'est quand même peut-être aussi lié à une certaine classe dominante en fait qui utilise aussi ce caractère en fait détaché, réservé comme un signe de distinction sociale. Oui, je vais encore parler de mon idole sur Terre. Du coup en fait les classes aisées créent ce contrôle de soi et de mise à distance en fait de ses émotions où tout est lissé et les relations sont beaucoup plus formelles et rationnelles en fait parce que elles sont régies par l'intellect et beaucoup moins par l'affect. Oliver, darling, why don't you tell us about last night? Last night? Did you have a lovely time? Yeah, it was wonderful. Thank you. Oh, good. I think it was a hit, don't you, darling? Oh yes, a triumph. Yes, the house looked good, didn't it? Beautiful. And that cake was... Oh, did you like it? Ce côté un peu snob ou juste ce côté calme, ça dépend comme vous le voyez, c'est une manière d'affirmer qu'on appartient à une classe qui par sa retenue en fait affirme sa supériorité. Si je parle de supériorité, c'est aussi que Simmel affirme que quand il y a une intensification de la vie nerveuse, en fait ce n'est plus les caractères primaires, la sensibilité qui peuvent en fait réagir,
parce que encore une fois l'individu s'atomiserait parce qu'il y a trop de stimulation, mais c'est en fait la couche supérieure, l'intellect, la couche rationnelle en fait qui va traiter les informations. Et une très bonne illustration de ce phénomène, c'est la notion de réseau, au sens le réseau LinkedIn, le réseau de travail. Parce que c'est justement traiter les personnes pour ce qu'elles sont objectivement et pas pour leur individualité. C'est un traitement logique en fait des informations qu'on a sur l'individu. Tu fais tel métier, donc tu es bénéfique pour mon réseau, tu es dans telle entreprise, tu es bénéfique pour mon réseau, et c'est pas du tout un traitement individuel et affectif de la personne. Même si je nie pas du tout qu'il y a une relation de sympathie réciproque qui peut s'établir. C'est pas antagoniste, juste c'est une manière de traiter rationnellement les individus. Et si cette rationalisation des échanges elle se produit autant dans la grande ville selon Simmel, c'est parce que c'est le centre économique du pays et du coup les relations humaines en fait s'inspirent peu à peu de ces échanges économiques. Quand on peut mesurer par exemple objectivement par la monnaie un échange économique, 1 euro vaut moins que 20 euros, on peut mesurer objectivement les relations entre les individus. Tu es un avocat de tel cabinet, tu vaux plus pour mon réseau qu'un avocat de tel cabinet. Et ça c'est ce qu'on nomme en fait en sociologie le capital social. Donc c'est pas juste en fait les gens qui vous entourent, mais c'est les ressources que vous allez pouvoir effectivement mobiliser dans votre capital. Et il s'agit pas du tout en fait de porter un jugement sur cette rationalisation des relations, mais acter du fait que pour tout le monde, c'est pas forcément un environnement qui est bénéfique en termes de santé mentale, de justement se mettre en scène et d'utiliser objectivement les gens. Et si on reste en fait sur ce thème d'éloignement en fait de ces ressentis profonds et de la spontanéité en fait qu'on peut avoir dans les relations, les relations sociales dans la grande ville, elles sont beaucoup plus orchestrées, beaucoup plus planifiées que dans une petite ville où il suffirait de peut-être traverser la rue pour aller voir ses amis, alors que là, il y a toute une planification qui doit s'orchestrer, notamment en raison des temps de trajet. La concentration d'hommes si nombreux avec des intérêts si différenciés fait de ces relations et de ces actions un organisme si complexe que sans la ponctualité la plus exacte dans les promesses et dans leur réalisation, tout s'écroulerait en un inextricable chaos. En fait, c'est le fait que il y a tellement de gens, il y a tellement d'activités, que tout doit être planifié pour rentrer dans un agenda qui est déjà, encore une fois, très serré, notamment en raison des temps de trajet. Je vais faire demi-tour parce que c'est inaccessible, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez vu le monde là pour la 14, c'est fou. Hein. Et du coup, encore une fois, cet aspect, ça renforce la rationalisation des relations. Une fois qu'on a évoqué cette surstimulation des nerfs qui peut caractériser en fait la vie de beaucoup de personnes et aussi l'orchestration rationnelle des relations qu'elles sont parfois obligées de mener, j'avais envie de vous parler de leur travail précisément. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler de la culture de la productivité, de travailler plus pour gagner plus. Parce que je pense que le processus de burn-out est quand même assez connu. Et c'est là où j'avais envie de vous développer la notion de bullshit jobs qui sont produits en masse en fait dans ces hautes sphères. C'est une notion qui a été théorisée par l'économiste David Graeber. J'ai pas le livre sur moi parce qu'il est resté à Paris. Et c'est littéralement en fait un job qui n'a aucune utilité pour la société et dont le travailleur sait pertinemment en fait qu'il n'a aucune utilité. Si jamais vous voulez approfondir la définition, je vous conseille franchement de lire le livre parce qu'il est accessible et il est étonnamment drôle. Mais voilà, c'est vraiment important de retenir cette notion d'utilité parce que par exemple, il y a des jobs qui sont dits à la con, des travailleurs par exemple qui vont pas aimer faire un travail ouvrier ou employé, mais ils savent que c'est un job qui est utile, typiquement caissier. Alors que le bullshit job, c'est vraiment un job qui ne sert à rien. Well, a bullshit job is a job where even the person doing it can't come up with a justification for its existence, where the person doing the job feels that if this job didn't exist, either it would make no difference or the world would actually be a better place. Et ce qui est vraiment intéressant en fait dans cette définition, c'est que si on a tendance à penser instinctivement que ce qui produit un peu des jobs inutiles, c'est plus le communisme parce que justement il faut employer tout le monde et que on va plus créer en fait pas mal de jobs inutiles par le bas en créant beaucoup d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs, etc. Le capitalisme en fait va créer de plus en plus d'emplois inutiles mais par le haut avec des forts salaires. Donc par exemple tout ce qui est tous les métiers de la finance, pas mal de métiers dans le commerce qui justement permettent de gérer une entreprise
ou des métiers tels que par exemple avocat d'affaires, ou voilà, des métiers qui défendent un peu des gens qui exploitent d'autres gens. Oui, le grand patronat se frotte les mains. Et aussi du coup si j'associe en fait ces métiers aux classes les plus aisées et du coup les personnes qui ont le plus réussi socialement, c'est que David Graeber en fait théorise une relation qui est inversement proportionnelle entre le salaire et l'utilité sociale. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un métier qui est utile socialement, par exemple dans l'éducation, dans le soin à la personne ou ce genre de choses, plus vous allez avoir un salaire qui est bas et plus vous allez avoir en fait un métier qui est, on va dire, considéré comme inutile pour la société, plus votre salaire va être haut. To the point where if you enjoy, even if you're happy because you know your work is benefiting others, then you should be paid less. It's people who suffer the most who should get the most money. We used to go to movies and watch The Idle Rich and dream of being like that. Now rich people say, no, I work 18 hours a day, you know. Everybody has to say they work. It's like necessary to prove that you're working harder than you want to work at something you don't enjoy to say that you're a decent human being. Après c'est vrai que je me rends compte en le disant que ça peut être hyper culpabilisant pour les gens qui ont un taf comme ça. Mais si justement en fait David Graeber écrit sur ce sujet, c'est parce que en fait il y a des gens qui sont réellement en souffrance en fait dans ces tafs, et que si je vous ai pas parlé du burn-out, c'est parce que ces tafs en fait ils créent une sorte spécifique de burn-out qui s'appelle le brown-out, et en fait qui est un burn-out, une dépression, mais en fait parce que en raison en fait d'une perte totale de sens dans son travail. Le fait de au quotidien en fait se lever tous les matins en se disant que ce qu'on fait est inutile, en fait ça a des répercussions qui sont bien évidemment extrêmement délétères en fait sur notre santé mentale et sur notre estime de nous-mêmes. Je sais pas pourquoi je m'inclus dedans, mais ça se voit, je ne suis pas encore dans la finance. Oh, mais hasard de dingue! Où ces types de jobs en fait produisent un autre type de burn-out qui est qu'on appelle le bore-out, donc bore ennui, qui est en fait un burn-out par ennui. En fait des gens qui vont au travail et qui n'ont rien à faire. A lot of people say that, you know, they have jobs where maybe they do one thing a week. But other than that, they just have to pretend to be working all the time. And in a way, that's the worst thing of all. You're not even allowed to sit there and play a computer game, go on Facebook. They just have to make it look like they're doing something, even though they're not doing anything all day long. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui fonde, on va dire, la dissociation et le problème en fait de beaucoup de personnes qui pensent avoir réussi socialement, c'est que y a une dissociation entre, en fait, j'ai tout ce que je veux. J'ai un taf, là c'est game fou, j'ai un taf où je suis payée à rien faire, c'est formidable, mais pourtant en fait il y a une énorme perte de sens qui fait que l'individu, pour quand même se sentir valorisé et avoir une santé mentale stable, doit accomplir en fait quelque chose qui a un impact sur la vie des autres. Voilà. Donc c'est à peu près tout sur, on va dire, les traits grossiers que je voulais dessiner sur qu'est-ce qui peut éventuellement ne pas correspondre à tout le monde dans le modèle de réussite sociale. Et donc encore une fois, je trouve que c'est important de pas seulement dire qu'on ouvre le débat sur la santé mentale, mais aussi de dire qu'il y a des problèmes de santé mentale qui fluctuent avec l'évolution des sociétés. Le but de cette vidéo, encore une fois, c'est juste de déculpabiliser généralement, et même les influenceurs qui parfois se font critiquer parce qu'on leur dit oui, vous n'êtes pas légitime de souffrir. Je trouve qu'en disant vous n'êtes pas légitime de souffrir, c'est aussi en fait oublier qu'encore une fois le modèle de réussite sociale il est pas forcément bon, et que c'est pas parce que des personnes ont réussi dans un modèle de merde que du coup elles doivent être heureuses. Sur ce, je vous souhaite de préserver votre espace mental pour ce qui a du sens, de créer des liens authentiques et de ne surtout jamais vous culpabiliser sur ce que vous ressentez. Et moi je vous retrouve un jour pour une nouvelle vidéo. Be honest. I am being honest.